Elle l'a quitté pour le pouvoir, alors il lui a tout repris. Elle est partie avec l'efficacité calme de quelqu'un qui monte dans un VTC, et non de quelqu'un qui laisse derrière lui 13 ans de mariage. Pas de cris, pas de larmes, juste 2 sacs préemballés et un dernier coup d'œil par-dessus son épaule. Je pense que nous ne sommes plus faits l'un pour l'autre, a-t-elle dit d'un ton neutre, presque ennuyé, comme si nous étions une paire de baskets dont la semelle s'était affaissée. Je me souviens que mes doigts étaient encore humides à cause des réglages de l'arrosage automatique, je venais juste de les reprogrammer pour le nouvel horaire d'irrigation. C'était l'un de ces samedis de printemps d'où tout sent les agrumes et l'herbe fraîchement coupée. Son timing était chirurgical. 2 jours plus tard, son compte Instagram devenait public. Première publication, un bistrot en rooftop au centre-ville. Verre de vin levé, épaules pressées contre le torse d'un homme. Son sourire était excessivement travaillé. C'est la légende qui a fait mal, enfin avec quelqu'un qui comprend l'ambition couple de pouvoir. J'ai appris plus tard qu'il s'appelait Marc, son mari de bureau. Vous connaissez l'expression « private jokes inoffensives » ? Il me comprend, c'est tout. Des déjeuners du lundi qui s'étirent inexplicablement en cocktail après le travail. J'avais déjà vu son nom passer. Je n'y avais jamais prêté attention. Désormais, son LinkedIn était pratiquement devenu sa nouvelle Bible. Chaque conversation avec nos amis se transformait en conférence TED sur la vision de Marc et sur le fait que l'excellence en entreprise exige des sacrifices. Elle disait des choses comme « Restez toujours contenté de construire petit ». Marc, lui, pense global. Elle a cessé d'appeler notre vie un partenariat pour la qualifier de « phase ». Je n'ai pas crié, je n'ai pas supplié, je n'ai même pas demandé pourquoi. J'ai simplement arrêté d'arroser le jardin 2 jours plus tard. Cela semblait inutile, comme nourrir un chien qui s'est déjà enfui chez le voisin. Et, petite parenthèse, si vous écoutez encore cette histoire, sachez que la plupart d'entre vous ne sont même pas abonnés, mais cela nous aide à continuer ce que nous faisons. Alors, si vous aimez ce genre d'histoire, vous savez où se trouve le bouton. Bref, j'ai commencé à remarquer que la véritable trahison n'était pas seulement le départ. C'était la réécriture. Elle n'est pas sortie avec grâce. Elle a révisé le récit. Du jour au lendemain, je suis passé du statut de mari à celui de béquille. J'ai découvert qu'elle disait à ses amis que je manquais d'ambition, que j'avais l'esprit étroit. Imaginez-vous entendre dire cela par quelqu'un dont l'idée du risque consistait à changer de marque de shampoing. L'ironie ? Elle ne m'avait jamais demandé une seule fois comment j'avais obtenu des taux hypothécaires si bas, pourquoi nos impôts étaient toujours impeccables ou pourquoi son plafond de crédit augmentait comme par magie chaque année. Elle supposait simplement que la paperasse se gérait toute seule. Marc, en revanche, c'était le tape à accent grave-l'œil, costumes élégants, voix forte, ratio LinkedIn parfait. Il a posté un jour un selfie dans un jet d'entreprise avec la légende « privé », car le public est pour les passagers. Elle buvait ses paroles. Elle a emménagé dans son appartement du centre-ville, une tour au mur de verre et 0 livres. Le genre d'endroit où chaque surface est en marbre, mais où le frigo est vide. Ils ont commencé à s'afficher ensemble lors d'événements de réseautage, côtoyant des gens qui utilisaient des mots comme « synergie » et « échelle ». Je le savais parce que quelques connaissances communes m'envoyaient des captures d'écran, ne sachant pas si j'avais vu. Je ne répondais pas. Un ami m'a envoyé un message « Tu vas bien ?» J'ai tapé « Jamais été aussi bien ». Puis j'ai effacé. J'ai tapé « J'espère qu'elle est heureuse ». Effacé aussi. Ce que je voulais dire, c'était « Regarde. Regarde juste. » Parce que je n'étais pas en colère. Pas vraiment. Je faisais un inventaire, non pas de sentiments, mais de faits. Parce qu'on peut perdre une personne, mais si on reste très calme, on peut voir ce qui se trouvait derrière elle, ce qu'elle essayait de vous cacher. Et une fois qu'elle s'écarte, l'image complète devient nette. Dans cette nouvelle clarté, j'ai remarqué quelque chose d'étrange à propos de l'entreprise de Marc. Celle dont elle ne cessait de parler. Renwald & Chase. Pas une start-up, pas une entreprise technologique, mais un groupe de conseil historique, de la vieille fortune, des contrats sérieux, le genre d'endroit avec des portes en acajou et 4 niveaux de clauses de non-concurrence. Je ne reconnaissais le nom que parce que, des années auparavant, j'avais brièvement consulté pour l'une de leurs filiales écran lors d'une restructuration. Une faveur, vraiment, à peine facturée. Ils m'avaient payé en actions d'une holding dormante. Je ne les avais jamais encaissées.
J'avais juste archivé le dossier avec les déclarations fiscales de ma vieille SARL et j'avais oublié l'affaire jusqu'à ce que ce hashtag couple de pouvoir me le rappelle. Et là, j'ai commencé à creuser, non pas émotionnellement, mais stratégiquement. Une semaine plus tard, elle m'a envoyé un SMS comme si elle répondait à une invitation pour un repas à partage. Pas d'excuses, aucune conscience de soi, juste, Marc et moi pensions qu'il serait bon de dîner ensemble. Dissiper les malentendus, pas de tension, juste une conclusion mature. Une conclusion. Elle n'avait même pas fermé le tiroir de la chambre avant de foncer dans les draps d'un autre. Mais maintenant, elle voulait jouer les êtres illuminés, sourire de l'autre côté d'une table en sirotant du vin rouge et prétendre que nous étions tous des adultes qui s'étaient simplement éloignés. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je manquais de mots, mais parce que toute réponse me semblait indigne. On n'écrase pas une mouche quand elle se pose sur votre assiette. On change juste d'assiette. Ce vendredi soir-là, mon téléphone a vibré avec 4 photos. Pas de contexte, juste des instantanés. Premièrement, un steakhouse tamisé. Des bougies scintillant sur des verres à vin et de la vaisselle de créateur. Deuxièmement, sa main manucurée sur la table, posée sur la Rolex de marque, bien en évidence comme un trophée. Troisièmement, un ticket de voiturier avec le logo d'un lounge haut de gamme embossé en or. Quatrièmement, l'arrière de sa berline de luxe. Ses talons enlevés, ses jambes repliées sous elle comme si elle était enfin arrivée. C'était censé faire mal. Et pendant une seconde, peut-être que ça l'a fait. Pas parce qu'elle me manquait, mais parce que j'ai réalisé qu'elle avait toujours confondu le style avec la substance. Elle exhibait le papier cadeau d'une vie, le prenant pour le cadeau lui-même. J'ai regardé ces photos comme un analyste légiste. Pas de bague au doigt, aucune trace de la personne qui passait ses dimanches matins en jogging à manger des restes de lasagne froide. Elle avait tout effacé, supprimé les souvenirs et les avait remplacés par des réservations de table et des sourires filtrés. Mais pendant qu'elle sirotait du vin importé, je passais au crible quelque chose de tout à fait différent. Nos dossiers hypothécaires. Vous seriez surpris de ce que les gens oublient quand ils partent. Titre de propriété, signature, anciens accords d'exploitation. J'avais une armoire pleine de paperasses qu'elle pensait probablement disparues dans l'éther numérique. Mais je ne numérise pas tout. Je confie encore certaines choses au papier, surtout les moyens de pression. J'ai retrouvé notre dossier de co-investissement original pour le duplex que nous avions rénové et revendu en 2016. Un dossier qu'elle avait signé sans le lire à l'époque où elle disait « Gère juste les détails, Ray. Tu es doué pour ce genre de truc. » Et je l'étais, je le suis toujours. Le document comportait une clause particulière, insérée à la suggestion d'un client qui s'était fait avoir par son ex, quelque chose sur la déchéance réciproque des droits sur le capital en cas de cohabitation non divulguée pendant la détention de la propriété. Cela semblait obscur à l'époque, une hypothèse bizarre, mais je l'avais gardée. Et maintenant, elle affichait un nouvel arrangement de cohabitation sur les réseaux sociaux alors qu'elle était techniquement toujours liée à 2 propriétés communes. L'une que je prévoyais de refinancer, l'autre mise en vente dans son dos. Elle n'avait même pas remarqué que l'annonce immobilière était en ligne parce que son compte email était paramétré pour transférer le courrier vers un dossier qu'elle ne consultait jamais. Je ne cachais rien, je n'agitais simplement pas de drapeau. Je me suis aussi connecté à l'ancien dossier Dropbox que nous utilisions pour la saison des impôts. Elle n'avait pas mis à jour son mot de passe depuis 3 ans. À l'intérieur, relevé conjoint, contrat de travail et son CV complet, jusqu'à la fausse initiative de développement communautaire qu'elle prétendait diriger. C'était un blog avec 3 articles, tous écrits en une nuit. J'ai gardé un visage impassible en passant tout cela en revue. Pas de rage, pas d'amertume. Ce n'était pas une vengeance. C'était une excavation. Sous la surface de notre séparation civile, elle m'avait donné tout ce dont j'avais besoin. Pas seulement un levier, mais un récit. Et je commençais à comprendre quelque chose qu'elle n'avait jamais saisi. Quand quelqu'un essaie de vous humilier publiquement, ne ripostez pas. Ne postez pas de contre-photos. N'appelez pas les amis communs pour clarifier. Attendez simplement. Parce que si vous êtes patient et chirurgical, vous n'avez pas besoin de répondre du tout. La chute s'écrit d'elle-même. C'était l'un de ces jeudis soirs calmes où le silence semble mérité. Pas de télé, pas de musique, juste le bourdonnement sourd du frigo et le tic-tac de l'horloge murale que je voulais remplacer depuis 1 an. Je scannais de vieilles factures, nettoyant les dernières traces papier de la maison que je n'appellerais bientôt plus la mienne. Puis mon téléphone a vibré. Numéro inconnu.
Normalement, j'aurais laissé sonner, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Monsieur Dawson, a dit la voix, sèche, brève, indéniablement de la côte. J'ai besoin de vous dans mon bureau demain matin. Tranchant comme de l'étain. Pas d'introduction. Pas de nom d'entreprise, juste un ordre. J'ai coincé le téléphone entre mon épaule et ma joue, jetant encore un coup d'œil distrait à une vieille facture d'électricité de 2019. Je pense que vous faites erreur sur là. Je ne fais pas d'erreur. C'est Laurence Hewitt. Mes doigts se sont arrêtés. Le nom m'a fait me redresser comme un réflexe. Laurence Hewitt, PDG de Renwald & Chase. Le patron de marque, le sommet de la chaîne. Je n'ai rien dit. Je traitais l'information. Ne mentionnez pas cet appel, a-t-il ajouté. À votre ex-femme ou à son associé. Il y eut une pause. Pas longue, juste assez pour que l'implication s'installe. Pouvez-vous être ici demain? Bien sûr, mais pourquoi, ai-je finalement demandé, sachant déjà que je n'obtiendrai pas de réponse directe. Parce que, a-t-il dit, vous étiez listés et cela les affecte tous les deux. Puis il a raccroché. Pas d'adresse donnée, pas de détails, juste un nom et une heure. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là, pas parce que j'étais anxieux, mais parce que j'étais curieux. Une curiosité vorace. Qu'est-ce qui pouvait bien me relier à cet homme, à cette entreprise et à eux? J'ai tapé le nom dans tous les annuaires auxquels je pouvais accéder. Revue juridique, fuite d'entreprise, registre de conseil d'administration, rien d'utile. Hewitt était un fantôme enveloppé dans des costumes sur mesure. Son entreprise n'était pas seulement riche. Elle était entremêlée avec des contrats d'État, du développement immobilier et des comités consultatifs confidentiels. Le genre de pouvoir qui ne fait pas de publicité. Et j'avais, d'une manière ou d'une autre, été listé. Le mot m'est resté en tête. Pas invité, pas demandé, listé. Cela impliquait une connaissance préalable, comme si j'avais dormi dans un classeur quelque part, attendant qu'un scénario déclenche ma pertinence. J'ai donc passé le reste de la nuit à me préparer, non pas physiquement, mais mentalement. J'ai imprimé mon ancienne facture de consultation de la société Écran qui m'avait payé en capitaux partiels. J'ai relu la clause sur le statut d'actionnaire silencieux. À l'époque, cela semblait cérémoniel, comme recevoir une médaille pour une guerre où l'on a à peine servi. Mais maintenant, je n'en étais plus si sûr. À 9h52 le lendemain matin, je me suis garé dans le parking souterrain du siège de Renwald & Chase. Le bâtiment n'était que verre miroir et confiance de pierre. Pas d'enseigne, juste une subtile gravure, R&C, sur la fenêtre d'angle. À l'intérieur, le hall était plus froid que je ne l'imaginais. Mur gris, au plafond, lumière blanche. Clinique, conçue pour vous faire sentir à la fois insignifiant et surveillé. J'ai donné mon nom à la femme à l'accueil. Elle n'a même pas levé les yeux, a juste tapé quelque chose, a hoché la tête une fois et m'a tendu un badge visiteur sans couleur, juste mon nom et un seul mot en bas, restreint. Avant que je puisse demander quoi que ce soit, un agent de sécurité est apparu, grand, silencieux. Il a indiqué l'entrée latérale. Pas les ascenseurs que les autres utilisent. Demande de monsieur Hewitt, a dit la femme sans lever les yeux. Le garde m'a conduit devant un mur lambrissé qui s'est ouvert sans un bruit. À l'intérieur, un ascenseur privé, en acier inoxydable, sans bouton, juste un lecteur de cartes et un petit écran indiquant « Niveau R ». Je suis entré, les portes se sont fermées et l'ascenseur a bougé. Pas vers le haut, pas vers le bas, juste ailleurs. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti quelque chose qui n'était pas de la rage, ni de la trahison. C'était de l'anticipation. Le sentiment que quelque chose de plus grand se déroulait, quelque chose d'orchestré. Je n'étais plus au bord du gouffre. On m'introduisait en son centre. Et quelqu'un était enfin prêt à me montrer pourquoi. L'ascenseur n'a pas fait de bruit de cloche. Il a chuchoté. Un instant j'étais dans une capsule miroir d'acier brossé et de silence glacé, et l'instant d'après les portes glissaient, s'ouvrant non pas sur un étage marqué par des cubicules et de l'agitation, mais sur quelque chose de plus ancien, de plus calme. La pièce avait la quiétude d'une cathédrale. Pas de musique, pas de bavardage futile, juste le murmure doux de l'air filtré et le faible bourdonnement de l'éclairage fluorescent caché dans des panneaux encastrés au-dessus. Une longue table de conférence s'étirait sur un parquet en noyer qui semblait poli à la main. À gauche, un mur d'écran, certains clignotant avec des tableaux de bord de l'entreprise, d'autres vides.
À droite, des étagères du sol au plafond remplies non pas de livres mais de classeurs, des centaines, codés par couleur, non étiquetés. Et assise au milieu de tout cela, comme une reine dans un tribunal, se trouvait une femme au début de la soixantaine. Cheveux argentés torsadés proprement en arrière. Pas de bijoux, pas de logo, juste un chemisier bleu marine, un pantalon sombre et un regard qui ne s'embarrassait pas de politesse. Elle ne s'est pas levée tout de suite. Elle m'a étudié un instant de plus qu'il n'était confortable, puis s'est finalement levée et a tendu la main. « Je m'appelle Eleanor Chase », a-t-elle dit. Associée fondatrice. Ce nom a frappé plus fort que le trajet en ascenseur. Pas la PDG, pas la présidente du conseil. Le nom Chase, la seconde moitié de Renwald et Chase. Le nom qui n'était jamais prononcé avec désinvolture dans les articles ou les interviews. Elle n'était pas seulement la supérieure de Hewitt. Elle était la référence absolue. Elle a indiqué le siège en face d'elle, et je me suis assis sans un mot. « J'imagine que vous avez des questions », a-t-elle dit, mais je préfère commencer par quelques réponses. Elle a tapoté l'écran à côté d'elle. L'un des affichages sur le mur s'est allumé, un organigramme des employés, visage, rôle. L'un d'eux était Marc. En dessous, ses journaux d'accès, ses entrées de calendrier, ses notes de réunion, puis le nom de mon ex-femme lié à ces mêmes réunions. Pas étiquetée comme invitée, mais comme contributrice. « Monsieur Dawson », a-t-elle dit, « je ne suis pas ici à cause de vous. Je suis ici à cause de ce que votre ex-femme et son compagnon n'ont pas vu. » Elle a tapoté à nouveau. Un contrat est apparu. Il semblait familier, mais seulement de la manière dont les choses oubliées le sont. Ma signature, mon ancienne SARL et une série d'accords d'héritage d'une société écran désormais absorbée que Renwald et Chase avaient acquise il y a 5 ans. J'ai fixé l'écran. C'est à moi. Vous possédez actuellement une participation silencieuse de 12% dans Renwald et Chase Consolidated Holdings via un cabinet de conseil dormant que nous avons acquis lors de notre restructuration offshore. Votre nom n'a jamais été retiré parce que, elle a incliné légèrement la tête. Vous n'avez jamais encaissé vos parts. J'ai dégluti difficilement. Je ne savais pas que c'était encore actif. Ça l'est, a-t-elle dit sèchement. Et en tant qu'actionnaire minoritaire silencieux, vous avez droit à certaines divulgations qui, malheureusement, ont été violées. Elle a éteint l'écran et a laissé le silence faire son effet sur moi. Votre ex-femme, a-t-elle poursuivi, a été invitée à une retraite stratégique sous de faux identifiants. Marc l'a inscrite comme consultante en conformité. Elle a signé un accord de non-divulgation qu'elle ne comprenait pas, puis a participé à 4 sessions liées aux prévisions de bénéfices, à la propriété intellectuelle et aux discussions de fusion potentielle. J'ai cligné des yeux. Ce n'est pas possible. Elle a pris des notes, posé des questions. Elles ont été enregistrées. Elle a tapoté un autre écran. Un fichier audio a commencé à jouer. La voix de mon ex-femme, confiante, un peu suffisante. Mais si le partenaire européen ne prolonge pas la fenêtre d'exclusivité, disait-elle, vous devrez diluer la clause de conversion, non? Sinon, les actionnaires vont paniquer. Clic. Eleanor a croisé les mains. Elle est intelligente, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour quiconque. Elle est imprudente, a corrigé Eleanor. Et Marc est pire. Il lui a donné accès à des fichiers internes en utilisant ses identifiants de directeur. Tout est traçable, enregistré, stupide. J'étais assis là, stupéfait, non seulement par l'ampleur de la chose, mais par la rapidité avec laquelle la dynamique s'était inversée. Je suis venu ici en m'attendant à des menaces voilées ou à une limitation des dégâts polis. Au lieu de cela, on me remettait un détonateur. Alors, a dit Eleanor, vous pouvez porter plainte ou nous pouvons gérer cela discrètement. Pourquoi m'impliquer? Elle a eu un demi-sourire, à peine perceptible. Parce qu'il pensait que vous étiez insignifiant. Et dans cette firme, l'insignifiance est l'illusion la plus dangereuse que vous puissiez donner à la mauvaise personne. Elle s'est levée et s'est dirigée vers une petite armoire, a sorti un dossier fin et me l'a tendu. Un mémorandum conjoint du conseil, daté. Marc, suspendu en attendant examen. Mon ex-femme, contrat résilié pour violations éthiques en vertu de la clause 12B. Vous n'avez rien à signer, a-t-elle dit. Mais nous apprécierions votre présence lorsqu'ils seront informés. J'ai regardé le dossier, puis le mur d'écran. Pourquoi, ai-je demandé. Pourquoi ne pas juste leur envoyer une lettre? Elle a incliné la tête à nouveau, la voix calme comme un scalpel, parce que parfois,
la chose la plus puissante dans une pièce est la personne sur laquelle il pensait avoir déjà marché. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose. Ce n'était pas seulement une question de justice. C'était du théâtre, du pouvoir, une question de position, et Eleanor Chase venait de me donner un rôle dans une scène qu'il ne savait même pas avoir répétée. Le dossier qu'Eleanor a glissé sur la table était bleu marine, sans marqué épais. Pas le genre de pochette utilisée pour la décoration ou le drame. Pas de logo embossé, juste de la fonction. Elle n'a pas dramatisé le geste, n'a pas fait de pause pour l'effet. Elle l'a glissé comme un croupier distribuant une main de cartes qui a déjà décidé de la partie. Je l'ai ouvert. Les premières pages étaient des vérifications préalables standards. Antécédents, journaux de signature, historique de connexion, instantané de pistes d'audit. Le nom de marque revenait souvent, ses initiales tamponnées à côté d'accès à des fichiers restreints, horodatés juste avant et après des invitations à des réunions incluant l'adresse email de mon ex-femme. Mais le cœur du dossier se trouvait au milieu, un contrat, un que j'avais signé il y a des années, vieux papier à en tête, le nom de ma SARL en haut, Dawson Strategy Group. Je n'avais pas vu ce nom depuis près d'une décennie. À l'époque, c'était juste une structure flexible pour des missions de conseil quand j'avais besoin de garder les choses propres fiscalement. Renwald et Chase avaient acquis un cabinet boutique. J'avais conseillé sur un obscur projet de restructuration lié à la conformité offshore. Mon paiement avait été divisé. Une partie en espèces, une partie en intérêts différés dans leur holding. Je n'avais jamais pensé voir ces capitaux arriver à maturité, mais j'avais gardé la paperasse parce que c'est ce que je fais toujours. Apparemment, eux aussi. Clause 7.3. Eleanor a dit, l'intérêt silencieux se convertit en droit de vote proportionnel dans toute affaire où le détenteur est matériellement affecté par des violations de conduite interne. J'ai cligné des yeux. Elle a tourné une autre page du dossier. Texte surligné, clause de conflit d'intérêt, sous clause 14c. Aucun partenaire, employé ou contractant de filiale ne doit sciemment exposer des individus non habilités à des déclarations prospectives, des prévisions de fusion-acquisition ou des informations sensibles pour les actionnaires. En dessous, quelqu'un avait griffonné au stylo, violation confirmée. Voir incident 27 à 33. Le nom de mon ex-femme apparaissait dans les annotations. 6 entrées. L'une impliquant un commentaire de sa part sur une transcription d'appel en direct liée à une acquisition en cours. Une autre où elle avait apparemment envoyé une question par email depuis leurs vacances à Soma, demandant à Marc s'ils allaient rééquilibrer leur exposition européenne basée sur l'échec du 4e trimestre. Marc avait répondu avec une feuille de calcul en pièces jointes. Même pas protégé par mot de passe. J'ai levé les yeux, essayant de traiter ce que cela signifiait, et Eleanor, toujours aussi calme, a simplement croisé les mains. Ils ont joué à la dinette dans un coffre-fort, a-t-elle dit, et ils ont laissé la porte ouverte. Elle n'a pas scié. Préférez-vous que nous portions plainte? J'ai regardé à nouveau le dossier, ma propre signature me fixant comme un fantôme qui attendait depuis des années de prendre vie. Ou, a-t-elle continué, souhaitez-vous gérer cela en interne? J'ai posé la seule question que je pouvais formuler. Pourquoi me donner le choix? Parce que, a-t-elle dit, vous n'êtes plus seulement un observateur. Et ceci, elle a tapoté le dossier, vous donne qualité pour agir. Je me suis adossé à la chaise. L'air semblait différent maintenant, plus lourd. Comme entrer dans une pièce que vous connaissez, et réaliser que tous les meubles ont été déplacés de 5 cm vers la gauche. Ils n'avaient pas seulement violé une politique vague. Ils avaient brisé une structure. Ma structure, construite il y a des années et laissée en sommeil, oubliée de tous. Sauf du système qui portait encore mon nom. Je n'étais plus l'homme qu'elle avait quitté. Je n'étais plus le mari rejeté, le pari sûr et ennuyeux avec ses arrosages automatiques et ses feuilles de calcul. J'étais autre chose maintenant. J'étais une variable qu'il n'avait jamais prise en compte. Une clause dormante ramenée à la vie non par vengeance, mais par une arrogance imprudente. Eleanor s'est levée. J'aurai besoin de votre réponse d'ici lundi. Nous avons déjà le mémo rédigé. Suspension pour Monsieur Danning, effective immédiatement. Résiliation du contrat avec notre filiale pour Madame Greer. Tous les canaux internes seront mis à jour. Je me suis levé aussi. Que se passe-t-il si je dis non? Elle a souri faiblement. Alors cela se fera sans votre approbation, mais ce ne sera pas aussi poétique. C'était là. La vérité sous la surface.
Ce n'était pas une question de paperasse. C'était une question de récit. Ils m'avaient ridiculisé avec leurs légendes soignées et leurs dîners stratégiques. Maintenant, ils allaient apprendre les conséquences de piétiner quelqu'un qui documente tout. J'ai hoché la tête. Je serai là. Eleanor m'a raccompagné elle-même à l'ascenseur privé. Alors que les portes se fermaient, j'ai jeté un dernier coup d'œil à la pièce. Les écrans, les classeurs, la chaise qu'elle ne leur avait pas offerte. Et à ce moment-là, j'ai compris exactement ce que j'étais devenu. Non pas le fantôme d'un mariage brisé, ni l'homme qui a été remplacé, mais le nom dans le dossier qu'ils n'ont jamais lu. Eleanor n'a pas scié en tendant le mémo à son assistante. La femme l'a pris sans un mot, disparaissant derrière un mur lambrissé comme si elle avait été formée aux sorties discrètes. C'était surréaliste de voir à quel point quelque chose d'aussi froid que du papier pouvait défaire deux personnes qui se croyaient invincibles. Pas de cris, pas de discours vengeurs, juste un paragraphe marqué de jargon juridique et de conséquences. Mark Danning, suspendu en attente de l'examen des violations éthiques, spécifiquement en vertu des clauses 14C et 17B. Lauren Greer, résiliation de contrat avec effet immédiat pour violation délibérée des politiques d'information exclusive. Il n'aurait même pas la dignité d'une réprimande en face à face. Pas d'avertissement, pas de délitement lent, juste une invitation dans l'agenda, une session du conseil programmée, et une ligne qui redessinerait tout leur avenir. J'étais assis de nouveau en face d'Eleanor, ne me sentant pas victorieux. Pas encore, mais plus à l'extérieur du récit. Je n'étais pas une note de bas de page. Je faisais partie de la réécriture. Elle s'est tournée vers moi, la voix égale, brève, mesurée. Je voudrais que vous soyez là quand nous les informerons. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de voir ce qu'ils ont manqué. J'ai haussé un sourcil. Vous voulez dire moi? Elle n'a ni confirmé ni nié. Elle a simplement glissé un autre papier sur la table. C'était un plan de table. Salle du Conseil 7A, table ovale. 13 chaises. Leur nom à l'extrémité. Le sien en tête et le mien le plus proche à sa droite. Pourquoi me mettre là? Eleanor n'a pas levé les yeux. Parce que le pouvoir a besoin de proximité. C'était dit de manière si factuelle. Je n'ai pu m'empêcher de laisser échapper un petit rire bref. Vous voulez que ce soit personnel. Elle a finalement croisé mon regard. Monsieur Dawson, tout ce qui mérite d'être retenu est personnel. Cette nuit-là, je ne suis pas rentré chez moi. J'ai pris une chambre dans un hôtel de milieu de gamme en bordure du quartier des affaires. Rien de tape à accent grave-l'œil, ton neutre, bon Wi-Fi. Je ne voulais pas de familiarité. Je voulais de la distance. Je me suis assis au bord du lit, j'ai fixé la ligne d'horizon et j'ai pensé à toutes les choses que je n'aurais pas remarquées si j'avais réagi émotionnellement au lieu de stratégiquement. Si j'avais crié, si j'avais exigé des explications, si je les avais poursuivis. Au lieu de cela, j'ai attendu, et maintenant ils marchaient droit dans une pièce qu'ils ne savaient pas déjà retourner contre eux. Le lendemain matin, j'ai été escorté dans la salle du Conseil 7A par un assistant silencieux qui n'a pas établi de contact visuel. La pièce était plus froide que prévu, pas en température, mais en énergie. La tension bourdonnait sous la table comme un câble enterré. Il n'y avait pas de fenêtre, juste de l'art abstrait, un plateau de carafe d'eau intacte et un énorme écran LED sombre comme le vide. J'ai pris ma place, deuxième à partir de la tête, juste là où le plan m'avait placé, et j'ai attendu. 10 minutes plus tard, la porte s'est ouverte. Mark est entré en premier, assurance sèche, portant un costume sur mesure qui semblait cher, mais distrait. Sa cravate n'était pas centrée. Il ne m'a pas remarqué au début. Il était trop occupé à serrer des mains, souriant comme s'il possédait les lieux. Lauren, mon ex-femme, a suivi. Elle m'a vu dès qu'elle est entrée et s'est figée. Ce n'était pas dramatique, juste une hésitation subtile dans sa démarche, comme si son talon s'était coincé une seconde, et que son cerveau n'avait pas décidé s'il fallait continuer à marcher ou faire demi-tour et courir. Elle a souri quand même. Ray, a-t-elle dit doucement, avec un sourire de façade, comme si ma présence pouvait être expliquée par la familiarité. Je n'ai pas rendu son sourire. J'ai juste hoché la tête une fois. Elle a pris sa place à côté de Mark, 2 chaises plus loin que la mienne. Il s'est penché pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille, probablement une blague privée, quelque chose sur le professionnalisme ou les apparences. Puis Eleanor est entrée, et la pièce s'est calmée. Elle n'a pas dit un mot jusqu'à ce qu'elle atteigne la tête de la table,
pose ses notes reliées de cuir sur la surface et s'assoit. Une pression sur l'écran derrière elle, et la LED s'est allumée avec 2 mots, examen des conformités. Le sourire de Marc s'est effacé. Lorraine a bougé sur son siège. Eleanor s'est tournée vers moi, son expression illisible, et a fait un tout petit signe de tête. Pas pour le spectacle, pas par gratitude, juste une reconnaissance. J'avais passé des semaines à être rejeté, moqué et redéfini dans des histoires que je n'avais pas approuvées. Et maintenant, j'étais là, regardant 2 personnes qui pensaient avoir réécrit la fin réalisée lentement qu'elles n'avaient pas lu les petits caractères. La pièce s'est assombrie. Le mémo allait être lu. Et pour la première fois depuis son départ, mon ex-femme n'était pas celle qui tenait le récit. Elle était assise dedans. Marc est entré dans la salle du conseil comme s'il entrait dans une séance photo. Confiant, épaule haute, bouche tordue dans ce sourire pratiqué et sans effort qu'il avait dû répéter devant les miroirs de salle de bain et les reflets d'ascenseur. Il a scanné la pièce comme un homme attendant des applaudissements ou, à tout le moins, de la déférence. Puis ses yeux se sont posés sur moi et il a tressailli. C'était bref mais réel, un bug d'une fraction de seconde dans la performance. Son sourire a tremblé juste assez pour trahir la reconnaissance et la confusion. Le sourire a essayé de se réaffirmer, mais l'arrogance avait été percée. Lorraine est entrée quelques secondes plus tard. Son regard a balayé d'Eleanor à l'écran derrière elle, puis vers moi. Et c'est là que l'air dans la pièce a changé. On pouvait presque l'entendre. La façon dont elle a cessé de respirer juste assez longtemps pour réaliser que quelque chose n'allait pas. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme pour me saluer, mais aucun son n'est sorti. Elle ne s'est pas assise tout de suite. Elle a jeté un coup d'œil à Marc. Il n'a pas répondu à son regard. Eleanor, toujours assise en bout de table, ne s'est pas embarrassée de banalité. Pas de salutation, pas d'introduction. Elle a tapoté l'écran. Le silence a été brisé par le clic d'un journal audio. Une conversation enregistrée, la voix de mon ex-femme posant des questions sur les projections de bénéfices, faisant référence avec désinvolture à une présentation confidentielle. La voix de Marc a suivi, riant, lui disant « c'est bon ». Personne ne surveille ce niveau d'accès. Puis une entrée de calendrier est apparue. Une session stratégique étiquetée, interne uniquement, tenue un week-end à Soma. Liste des participants, 8 cadres habilités et Lorraine, son email encerclé en rouge. Une autre pression. Plus de preuves. Un fichier Excel avec des métadonnées traçant le téléchargement jusqu'à l'IP de Marc. Envoyé directement sur son Gmail personnel. La salle n'a pas halté. C'était trop, corporate, pour cela, trop rodé. Mais l'immobilité est devenue suffocante. Le genre de silence qui mange l'oxygène et transforme les froissements de papier en coups de feu. Marc s'est penché en avant, essayant de récupérer la situation. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Lorraine observait simplement. Nous n'avons pas. Elle n'était pas habilitée, a dit Eleanor d'un ton plat. Il a continué. D'accord. Mais nous avions une permission verbale, un alignement interne disant qu'elle pouvait. Personne dans ce conseil, a dit Eleanor avec une voix de pierre, n'a autorisé un alignement avec votre petite amie. La mâchoire de Marc s'est serrée. Avec tout le respect que je vous dois, cela ressemble plus à une attaque personnelle qu'à une violation de politique. Ce n'est ni l'un ni l'autre, a-t-elle dit, lançant déjà la diapositive suivante. Des chaînes de mai se sont allumées sur l'écran. Des dizaines. Son nom intégré dans des fils de discussion auxquels elle n'avait aucun accès légal. Mon nom apparaissant au bas du registre de propriété et ensuite, juste pour s'assurer que le couteau aille jusqu'au bout, le contrat avec ma signature. La SARL, la clause d'équité, clause 7.3 surlignée. Monsieur Dawson, a dit Eleanor calmement en se tournant vers moi, n'a jamais été informé de ces violations. Il avait qualité pour être notifié. Il ne l'a pas été. Cela seul est une violation de l'obligation fiduciaire. Lorraine a finalement retrouvé sa voix. C'est dingue, a-t-elle chuchoté en me regardant directement. C'est toi qui fais ça? Toi. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Sa voix s'est brisée comme elle le faisait toujours quand la panique dépassait la logique. J'étais juste, a-t-elle commencé. Eleanor l'a coupé d'une main levée. Pas un cri, pas un claquement, juste une paume levée, puis la phrase qui les a achevés. Vous étiez des pions, a-t-elle dit, les yeux comme de la glace. Lui était l'actionnaire oublié.
Aucun d'eux n'a bougé. Marc est resté figé, clignant des yeux comme un homme essayant de tout recalculer à la fois. Son avenir, son image, sa stratégie de sortie. Lorraine est devenue pâle. Tout le sang a quitté son visage comme si quelqu'un avait débranché une prise derrière ses oreilles. Je les ai regardés se désassembler en temps réel. Elle a essayé de parler à nouveau. Quelque chose sur les intentions, les erreurs, comment elle ne voulait pas franchir une ligne, mais les mots sont morts sous le poids des preuves qui tapissaient maintenant le mur derrière Eleanor. Un peloton d'exécution numérique. Vous avez accédé à des informations illégalement, a continué Eleanor. Vous avez participé à des discussions en dehors de votre rôle, en dehors de votre habilitation et en violation de notre code d'éthique. Elle a retourné un dernier document sur la table. Le contrat de Marc, raturé de rouge. L'accord de Lorraine. Résilié. Pas de recours. Pas d'indemnité de départ. Juste fini. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas dit, voilà ce que coûte la trahison. Je me suis juste assis, comme indiqué, au deuxième siège en partant du bout de la table, exactement là où ils n'auraient jamais imaginé que j'ai ma place, et j'ai regardé la lumière s'éteindre dans leurs yeux. Pas parce que je les punissais, mais parce qu'ils se l'étaient fait à eux-mêmes. Et j'ai simplement laissé la vérité entrer derrière eux. La salle du conseil ne s'est pas vidée comme dans les films. Pas de porte qui claque, pas de sortie dramatique. Marc et Lorraine ont été escortés dehors calmement par un assistant au visage ferme en costume sombre qui n'a même pas utilisé de mots, juste un geste. Marc a résisté au début, a essayé de gagner du temps, de marmonner quelque chose sur le besoin de clarifier, mais s'est arrêté au moment où Eleanor a dit « Ce n'est plus votre réunion ». Et juste comme ça, ils étaient partis. La porte s'est refermée derrière eux avec une précision presque chirurgicale. Eleanor n'a pas levé les yeux. Elle a simplement tapoté son stylet contre ses notes, puis a fait un signe de tête vers l'autre bout de la table. Continuons. Je ne reconnaissais pas la plupart des membres du conseil. Des hommes plus âgés en chemise à col haut, des femmes aux cheveux coupés droits et aux bijoux discrets, puissamment anodins d'une manière qui criait l'influence. Ils avaient tous des tablettes ouvertes, des documents préchargés, des votes prêts. Personne n'était choqué. Personne ne chuchotait. Cela avait été préparé. Le président, un homme nommé Drayton avec une voix graveleuse, a lu la motion à haute voix, sèche comme du béton. Motion 44B, suspension immédiate et retrait de Monsieur Mark Danning de son rôle de directeur principal de la stratégie avec recommandation de licenciement définitif après examen de l'audit. Il a fait une pause, a regardé autour de la table. Qui est pour? Toutes les mains se sont levées instantanément. Pas de débat, pas de dissidence. Motion adoptée, a dit Drayton en tapotant son écran. Puis, aussi décontracté que s'il commandait le déjeuner, il a continué. Point suivant, retrait de Mademoiselle Lorraine Greer de la liste des consultants en initiative mondiale avec révocation de tous les accès contractuels et notification immédiate à notre équipe de communication des filiales. Une femme près de la fenêtre a tapoté son écran. C'est déjà commencé, a-t-elle dit. Modification du site web en cours. Bio supprimé. Identifiant désactivé. Quelqu'un d'autre a ajouté, l'équipe RP se tient prête pour des déclarations réactives en cas de fuite. Ils n'ont même plus prononcé son nom. Ils ont juste procédé à sa destruction comme s'il s'agissait d'une tâche à cocher, comme si elle n'avait jamais existé sur la liste de paix. Jamais tenu aux côtés de Marc avec cette suffisance lisse et corporative. De l'autre côté de la table, Eleanor s'est tournée vers moi. Monsieur Dawson, en tant qu'actionnaire silencieux, vous avez des droits d'observateur pendant ces sessions. Compte tenu de votre proximité avec l'affaire, vous pouvez rester pour le vote d'audit si vous le souhaitez. J'ai hoché la tête une fois, sans rien dire. Elle a glissé un formulaire sur la table, une seule page. Il ne nécessitait pas de signature pour être juridiquement contraignant, mais il nécessitait une reconnaissance. J'ai pris le stylo. La pointe a plané un instant, pas parce que j'étais incertain, mais parce que j'ai réalisé ce qu'était ce moment. Ce n'était pas un retour de bâton. Ce n'était même pas une vengeance. C'était la confirmation que l'observation silencieuse avait plus de pouvoir que le bruit ne pourrait jamais en avoir. J'ai signé, pas de fioriture, pas de soulignement, juste de l'encre sur du papier. Et avec ça, les roues ont tourné sans moi. Un membre du conseil a mentionné une proposition de restructuration pour pourvoir le siège de Marc.
Un autre a évoqué le calendrier de recyclage éthique pour tous les directeurs principaux. Eleanor ne m'a plus jamais regardé pendant la session. Elle n'avait pas à le faire. Le message avait été délivré publiquement, professionnellement et irrévocablement. Le nom de Lorraine avait disparu du portail interne au moment où j'ai vérifié mon téléphone. Son LinkedIn était devenu silencieux. Les connaissances communes s'étaient désabonnées sans fanfare. Je l'imaginais défiler en silence, regardant tout se retirer comme une marée s'éloignant d'une plage qu'elle pensait avoir conquise. Ils avaient diffusé leur nouvelle vie comme s'il s'agissait d'une campagne de marque. Et maintenant, l'effondrement était encore plus silencieux que leur début. À la fin de l'heure, leur nom était prononcé de moins en moins. Le dernier point à l'ordre du jour, une session à huis clos pour discuter de la stratégie d'engagement des actionnaires. Ils m'ont offert l'option de me joindre à eux. J'ai décliné. J'avais fait valoir mon point de vue. Pas en criant, pas en jubilant, mais en restant immobile pendant que la structure, ma structure, gérait ce que l'émotion ne pourrait jamais gérer. Dehors, j'ai traversé le hall avec le même badge visiteur qu'il m'avait remis ce matin-là. Pas d'applaudissements, pas de défilé, juste la satisfaction tranquille d'un homme que personne ne pensait important jusqu'à ce que son nom soit le seul qui compte. Il était tard, près de minuit, quand mon téléphone s'est allumé avec son nom. Pas de numéro masqué, pas d'indicatif critique, juste « Lorraine », aussi audacieuse que jamais, comme si rien n'avait changé. J'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre. Elle n'a pas perdu une seconde. On construisait quelque chose, a-t-elle sifflé, la voix tremblante, essayant et échouant à paraître composée. Tu as tout gâché. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine, regardant la vapeur monter de la bouilloire que j'avais oublié d'éteindre. La maison était sombre sauf la lumière au-dessus de la cuisinière, et le silence était presque orchestral. J'ai répondu calmement, j'ai construit quelque chose, moi aussi. Tu ne l'as juste pas vu. Il y eut une pause à l'autre bout, comme si elle ne savait pas comment argumenter contre ça. Comme si les mots atteignaient un endroit que sa logique ne pouvait plus protéger. Elle ne s'attendait pas à ce que je paraisse indifférent, ou entier, ou fatigué de cette manière finale et résolue qui ne vient qu'après avoir gagné le genre de guerre que personne n'acclame. Tu nous as humiliés, a-t-elle lancé sèchement. Non, ai-je dit. Vous avez fait ça vous-même. J'ai juste invité un miroir à la table. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Le lendemain matin, l'effondrement silencieux a commencé pour de bon. La voiture de marque, un modèle de luxe allemand argenté qu'il adorait poster, avait disparu avant midi. Reprise. Elle faisait partie de son package de rémunération d'entreprise. Il n'avait jamais lu les petits caractères disant qu'elle serait révoquée instantanément en cas de suspension. L'équipe de remorquage du concessionnaire ne lui a même pas laissé le temps de vider la boîte à gants. Je le sais parce qu'un ami à moi qui travaille dans la logistique m'a transféré une photo. Marc debout sur le trottoir, téléphone pressé contre son oreille, regardant son symbole de statut disparaître au bout de la rue comme une couronne volée. Cet après-midi-là, le gestionnaire de l'immeuble de leur condo au centre-ville, loué via un partenaire corporatif de Renwald et Chase, a reçu l'avis de résiliation. Lorraine s'était vanté des équipements du complexe 2 semaines plus tôt sur Instagram. Piscine sur le toit, concierge 24h24, salle de sport privée. Maintenant, elle était sur haut-parleur en train de plaider pour une période de transition. La politique ne le permettait pas. Les clés ont été désactivées à minuit. Il n'avait nulle part où aller. Marc avait brûlé trop de ponts avec des amis qu'il considérait inférieurs à lui. Lorraine n'avait pas gardé son ancien appartement. Elle avait emménagé avec lui le jour suivant son départ de notre maison. Vous vous souvenez? Elle a fini chez sa sœur en banlieue. 3 enfants, une chambre d'amis et une dynamique de colocation. Elles avaient à peine survécu ensemble à la fac. Je n'ai pas entendu ça directement, bien sûr, mais les gens parlent. Et quand on tombe de si haut, les chuchotements ne demandent pas la permission. Marc a rebondi entre les canapés de 2 amis. Le bruit a couru qu'il cherchait du travail en freelance. Du consulting, comme il l'appelait. Mais dans cette ville, une fois qu'on vous étiquette comme un risque, même le monde du freelance arrête de répondre. Leur fantasme de couple corporatif sur papier glacé s'est transformé en problème logistique du jour au lendemain. Les dégustations de vin ont cessé. Les légendes à hashtag ont disparu. Ses fils sociaux sont devenus muets. Son profil à lui, autrefois placardé de photos de toits du centre-ville et de réunions mises en scène, est passé en privé. Il n'avait rien construit.
pas vraiment. Ils avaient confondu l'accès avec la propriété, la proximité avec le pouvoir. Et quand tout a été arraché, il n'y avait rien en dessous. Pas de fondation, juste du charme vidé des privilèges empruntés. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner en silence. Poulet rôti, purée de patates douces, un verre de rouge. Simple, ancré. Le genre de repas que les gens oublient d'apprécier quand ils courent après la validation des gratte-ciel. J'ai pensé à ce que Lorraine avait dit. On construisait quelque chose. Elle le croyait vraiment. Elle croyait que les dîners, les photos Instagram, les chuchotements dans les salles de conseil signifiaient un héritage. Qu'une vue louée signifiait une élévation. Mais une structure ne se construit pas avec des selfies et des dîners steakhouse. Elle se construit avec le silence, avec le levier, avec la patience. Je n'ai jamais fait d'annonce. Je n'ai jamais posté d'avertissement. Je n'ai pas envoyé de menaces ni lutté pour tourner la page. J'ai juste attendu que le piège se referme. Et maintenant, il l'avait fait, calmement, complètement, irrévocablement. Pendant qu'il s'effilochait, je restais en paix avec les deux mains encore sur le plan directeur. 3 semaines ont passé, ni vite, ni lentement, juste assez de temps pour que la poussière retombe tranquillement, comme elle le fait toujours après une démolition contrôlée. La ville continuait de bouger, les contrats continuaient de se signer, et quelque part au milieu de tout ça, Marc et Lorraine étaient réduits à rien de plus qu'une leçon. Je n'avais parlé à aucun d'eux depuis l'appel. Pas besoin. Leur nom refaisait surface occasionnellement, toujours prononcé plus doucement maintenant, sur le genre de ton réservé aux histoires d'avertissement et aux anecdotes de salles de conseil qui commencent par « Tu te souviens de ce qui est arrivé à ces deux-là, n'est-ce pas ?» C'était un mercredi matin quand le message est arrivé. Un simple email de l'assistante d'Eleanor. Objet, demande de présence. À l'intérieur, une date, une heure et une ligne. Votre dossier consultatif est prêt. Pas de fanfare, pas de communiqué de presse, pas d'annonce, juste une convocation discrète. Quand je suis arrivé au bâtiment Renwald et Chase cette fois-ci, le garde n'a pas demandé mon nom. Il a juste hoché la tête, m'a tendu un badge de sécurité sans étiquette, visiteur, et a ouvert le panneau latéral avec sa carte magnétique. Même ascenseur privé, même mur en acier brossé. Mais le trajet semblait différent. La dernière fois, j'étais monté avec suspicion, curiosité, la lente brûlure électrique de la rétribution fleurissant sous ma peau. Cette fois, je me tenais en silence et captais mon reflet dans le métal. Pas triomphant, pas suffisant, juste stable, inébranlable. Je n'avais rien à prouver, plus rien à chasser. J'avais été sous-estimé, remplacé et jeté, pour revenir non pas avec fureur, mais avec présence. Cette chose rare et irréversible qui n'existe qu'après avoir survécu à l'effondrement et choisi de ne pas crier. Quand les portes se sont ouvertes, Eleanor attendait déjà. Elle n'a pas tendu la main cette fois. Pas besoin. Monsieur Dawson, a-t-elle dit avec la plus petite inclinaison de tête, bon retour parmi nous. Elle m'a conduit à travers le couloir de verre, devant des pièces pleines de gens qui savaient maintenant exactement qui j'étais, qu'ils le disent ou non. Je le voyais dans la pose des regards, le changement subtil du langage corporel. Pas de la peur, pas de l'admiration. De la reconnaissance. Nous nous sommes arrêtés au bout du couloir. Une porte, verre dépoli, pas encore de plaque nominative. Eleanor l'a ouverte. À l'intérieur, un bureau, minimal, des étagères vides mur à mur. Un fauteuil en cuir, dossier haut, fenêtre donnant sur la ligne d'horizon, élégant, pas accent grave l'œil. L'espace avait cette odeur fraîchement nettoyée de la préparation. Pas d'héritage, pas de fantôme de celui qui s'était assis ici avant. Il attendait. Elle s'est tournée vers moi. Vous pensez être prêt à entrer? J'ai regardé autour de moi une fois, assimilant lentement le tout. Le silence, l'attente. J'ai hoché la tête. Je ne suis pas là pour le remplacer, ai-je dit calmement. Je suis là pour construire quelque chose qui dure plus longtemps que la vanité. Eleanor n'a pas souri. Elle a juste répondu, c'est pour ça qu'on a demandé. Elle m'a laissé là. Pas d'instruction, pas d'intégration, juste la pièce, la vue, le siège. Je suis resté debout un moment avant de m'asseoir. Le fauteuil était ferme. Pas de grincement, pas de jeu. Il semblait mériter. J'ai pensé à Lorraine. À l'homme qu'elle croyait choisir, au titre de poste, à la voiture de location.
Les soirées avec service de bouteilles qu'on faisait passer pour du progrès. Elle avait échangé quelque chose de solide contre quelque chose de brillant. Elle était partie en pensant monter. Mais le pouvoir ne s'annonce pas. Il ne prend pas la pause. Il attend calmement, patiemment, jusqu'à ce que la pièce tourne. Et quand c'est le cas, il ne frappe pas. Il ouvre une porte et soit vous êtes là, tenant la poignée, soit vous êtes enfermé dehors pour toujours.